Évoquons maintenant la Côte d'Ivoire qui a aussi eu une actualité riche ces derniers jours. On pense notamment à une victoire peut-être provisoire, mais une victoire quand même de la mobilisation populaire dans l'affaire Dahlia Fleur. Félix, toi qui as suivi cette affaire Dahlia Fleur, peux-tu nous la raconter ? Écoutez, je ne sais pas si je serai autant expert que Bernard Audin qui a grandi là-dedans, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très bucolique, notre Bernard. Hein. Ouais, par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose qui a mobilisé assez rapidement sur les réseaux sociaux et aussi les associations de défense de l'environnement, parce que tout simplement, c'était un espace de préservation de la nature qui avait été déclaré d'utilité publique et ensuite dit comme étant une réserve naturelle. Dans un contexte où la COP 15 se tenait à Abidjan, où on disait qu'il fallait lutter contre la désertification, et patatras, dans tout cela, on vient nous annoncer qu'on va construire un hôtel et que l'on va bétonner la zone et que l'on en abattra des arbres pour pouvoir mettre des greens pour que quelques riches puissent jouer au golf. Et donc, c'est une situation, le sénateur du Parti communiste français, Pierre Laurent, a fait une question écrite sur la question. Les camarades communistes ont été mobilisés en rapport avec leurs amis du PPACI en Côte d'Ivoire et aussi les organisations de défense de la nature en Côte d'Ivoire. Donc, l'un dans l'autre, la pression a été telle que le gouvernement ivoirien, pour le moment, a décidé de surseoir au projet. Il faut se féliciter de cette victoire, hein, mais rester vigilant pour que dans quelques mois, ils ne reviennent pas par des chemins détournés pour essayer de relancer le projet. Donc, il faut rester vigilant. C'est pas n'importe quel groupe qui avait l'intention, Bernard, de faire cet hôtel. C'est bel et bien le groupe Accor, qui est déjà en position dominante en Côte d'Ivoire et dont Nicolas Sarkozy est un administrateur. Il est déjà venu avec les responsables du groupe Accor à Abidjan, d'ailleurs. Oui, je ferai une première aparté sur mon côté bucolique. Comme dit Félix, moi j'ai grandi à Abidjan et j'habitais au bout de la baie de Cocody. Et en haut de la côte où il y avait ma rue, il y avait le lycée technique. Et au-delà du lycée technique, c'était une forêt vierge qui allait au-delà de Bingerville. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus un arbre entre cette place et Bingerville. Il restait sur la lagune du côté d'Abata, là où se situait le projet, encore une zone forestière qui avait été préservée avec ce projet Dahlia Fleur, où il y a une zone qui est sous Bago en 2004, qui a été mise sous la protection des eaux et forêts. Donc c'est inscrit dans le droit ivoirien que cette zone est intouchable. Et aujourd'hui, on nous apprend, et tu viens de me le dire, enfin tu viens de le dire avant que je le dise, que le groupe Accor, à travers sa filiale Fairmont, et Fairmont, on a Sofitel, Abidjan, on a Novotel, etc., mais Fairmont, c'est hyper luxe. Aux États-Unis, c'est des 5, 6, 7, 8 étoiles, ce sont des monstres hôteliers, avec des golfs, avec des zones commerciales, etc. Et on veut installer ça sur le site, parce que c'était dans le document du gouvernement ivoirien. On ne parlait pas à côté du site, on parlait sur le site. Parce qu'il y a eu quelques louvoiements, disant que mais non, c'était pas sur le site, mais c'était pour valoriser le site. Il y a eu un très bon article dans le Canard enchaîné qui reprend bien les choses. Pierre Laurent, merci à lui, a fait cette question écrite à l'Assemblée, au Sénat, pardon. Et aujourd'hui, il y a une mobilisation populaire qui a bloqué le dossier. Mais connaissant le système Ouattara en Côte d'Ivoire, ce qui s'est déjà passé, il faut rester plus que vigilant, parce que tout ça, ça peut revenir par la porte de derrière. Sachant que quand même Nicolas Sarkozy est allé plusieurs fois, et une des feuilles de mission de Nicolas Sarkozy, même s'il dément catégoriquement avoir été impliqué dans ce projet Fairmont, c'était il peut démentir, mais il est au conseil d'administration. La voie de nouvelles concessions, si on peut dire. Non, mais en plus, le rôle de Nicolas Sarkozy, c'est pas simplement de prendre des jetons de présence au conseil d'administration du groupe Accor. Il est chargé du développement international. C'est pas une petite chose. Donc il est là pour superviser tout le développement international. Et en fait, son influence auprès de certains. Il a une influence historique avec Ouattara que je ne vais pas rappeler malheureusement ici. Donc tout ça. Et dans cette affaire, Félix en a parlé aussi, il y a la COP 15. La COP 15, c'était pour préserver la désertification, etc. Et en plus, il y avait déjà... Qui préside la COP 15 à Abidjan? Je voulais en venir. C'est Richard Donvaï.
Et Richard Donvaï vient d'où? Du ministère des Eaux et Forêts, dont il a été sorti par Ouattara parce qu'il y avait des problèmes de malversation avec des groupes libanais pour la destruction d'une partie du patrimoine forestier ivoirien. Et il y a des enquêtes sur Donvaï. Donc ce ministre et pour est sorti, et pour le récompenser de ses malversations potentielles et de son expulsion du ministère, on le colle président de la COP 15. Mais je peux vous dire que moi j'ai connu des gens qui étaient à Abidjan à ce moment-là, des étrangers qui étaient des gens qui assistaient à la COP, qui étaient hallucinés par cette situation. Alors, Fabrice, c'est pas curieux, mais c'est inhabituel, une telle mobilisation autour d'enjeux écolos. Est-ce qu'il y a une naissance d'une sorte de conscience écolo en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique subsaharienne francophone, notamment grâce aux réseaux sociaux? Oui, évidemment. Enfin, on a vu que de ces dernières années, de nombreux militants écologistes émergent aussi sur le continent africain. Mais en tout cas, cette affaire est quand même symptomatique et symbolique de quelque chose. C'est que nos États africains font entièrement partie de ce mouvement de la mondialisation et d'une espèce de capitalisme à outrance, d'ultralibéralisme qui se... par exemple, cet hôtel, c'était vraiment pour les happy few, même pas pour les 1%, c'est pour les 0,1%. Totalement. Et les préceptes, comment dire, tout ce qui est valorisé en Occident en termes de préservation de la nature, tout de suite, on est prêt à faire un peu l'impasse sur tout et en Afrique à menacer un espace naturel. Donc je pense que pour les prochaines années, il faut être, comme Bernard l'a dit, très vigilant parce que je pense qu'on va continuer dans cette bétonisation à marche forcée, dans cette urbanisation insensée qui menace malheureusement les forêts. Il y a une concentration forêts. aussi dans la ville d'Abidjan, parce qu'en plus c'est une urbanisation qui finalement se concentre sur des zones petites qu'elle détruit par sa rapacité. Et quand on connaît l'importance de la forêt dans la préservation de l'environnement, on peut quand même essayer de protéger les nôtres, parce que aujourd'hui, on voit comment le monde est menacé par la pollution, par tout ce qui dégrade l'environnement. Et c'est important qu'il y ait cette conscience environnementale, écologique. Tu es d'accord avec ça, Félix, une certaine conscience écolo qui naît au Sénégal? Il y a un parti écolo depuis longtemps, qui a quand même une certaine... oui, bien sûr. Et puis au niveau local, il n'y a pas qu'au Sénégal. Moi, j'ai l'expérience du Bénin aussi, ou dans des villages. Des gens se battent sur des considérations pour préserver leur environnement, pour préserver contre l'exploitation, par exemple, du sable qui se fait de manière anarchique. Il y a des gens qui se battent au quotidien dans les villages, dans des petites communautés. Ça ne remonte pas au niveau de la presse nationale ou bien à l'échelle mondiale, mais il y a des luttes qui sont menées. Voilà, par de petits groupes et avec une claire conscience écologique. Et cette conscience écologique, elle ne découle pas de la lecture de ce que le mouvement écologiste européen ou américain pense. Non, c'est parce que ce sont des gens qui vivent dans un environnement donné et qui font tout pour que cet environnement continue à leur apporter ce qu'il y a de bien. Voilà. Finalement, ce sont les États qui sont à la traîne dans ce combat. Et combien de pays africains ont des ministères consacrés à l'écologie? On a très peu. Très peu. Les eaux et forêts. Les eaux et forêts, oui. C'est souvent plus pour l'exploitation, ce qui est quand même paradoxal. Aujourd'hui, localement, de nombreuses tribus, de nombreuses populations en Afrique vivent en osmose, en symbiose avec la nature. Et détruire cet environnement, c'est aussi détruire des valeurs, des traditions lointaines et qu'on pourrait vraiment regretter, quoi.